Salut à tous et bienvenue pour le Over the Results de Elimination Chamber 2015 qui a eu lieu dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2015 à Corpus Christi au Texas. Bien, avant toute chose, j'aimerais faire un grand merci à AB1. Je sais qu'ils ne verront jamais ma vidéo, mais quand même un grand merci à AB1 qui a fait que cette vidéo sorte. Parce que j'avais annoncé si le pay-per-view n'apparaissait pas sur AB1 vu que j'étais exclusif au WWE Network, je ne ferais pas cette vidéo. Question de temps pour moi, je trouve ça ridicule. De faire des analyses de pay-per-view après Raw, donc c'est-à-dire à partir du mardi. Pour moi, c'est obligatoire de le faire le lundi. En plus, j'ai la chance de ne pas bosser le lundi, donc je ne verrai pas pourquoi je l'aurais fait après. Donc un grand merci à AB1, même si au niveau du satellite, pour ceux qui l'ont vu, ça a pas été, les images n'ont pas été retransmises comme ça aurait dû l'être au départ et comme ça a été le cas durant les différents autres précédents pay-per-view. Donc ça a été dérangeant, mais j'ai même regardé encore une fois certains matchs pour pouvoir me faire une vraie note, pour que la note finale soit le plus précise possible à mes impressions. Voilà, sans perdre de temps, on va passer directement à l'opener. Bon, j'ai vu le pré-show, vu qu'ils nous ont foutu ça sur AB1 étant donné qu'il y avait des problèmes de satellite comme je l'ai dit, mais je vais pas en parler. Donc l'opener, c'était l'Elimination Chamber match pour les titres par équipe. Donc les champions New Day défendaient leur titre contre Cesaro Kid, The Ascension, The Lucha Dragons, The Primetime Players et Los Matadores. Je les ai tous faits, je crois, c'est une bonne chose. Donc ce match-là, je vais le comparer avec l'autre Elimination Chamber match, donc pour le titre intercontinental, parce que pour moi c'est presque le jour et la nuit, même s'il y avait quelques ressemblances entre Elimination Chamber match, c'est normal. Mais ce match-là, pour moi, a été le meilleur. J'ai même l'impression qu'il était le plus court, mais en contradiction, le meilleur entre les deux. Je pense que le fait qu'il y ait plus de lutteurs a fait que, par exemple, le rythme était beaucoup plus soutenu que pour le match de championnat intercontinental. Là, on avait quoi? On avait 2 fois 5 équipes, 2 fois 6 équipes, pardon, donc ça fait 12, plus El Torito et Xavier Woods, donc ça fait 14, contre 6 de l'autre côté, donc c'est normal que le rythme était beaucoup plus soutenu. Donc ça, c'était une bonne chose qui a fait pencher la balance de ce côté-là, on va dire. Donc le match était très bon techniquement, même s'il y avait quand même quelques botches. Donc par exemple, lorsque Kalisto s'agrippe tel Spider-Man en haut de la cage, il se laisse tomber et qui touche finalement que 1 voire 2 lutteurs, si on peut admettre ça, mais il y en avait plus au centre du ring. Moi, je considère ça comme un gros botch, vu que c'était la prise, je pense, la plus spectaculaire du match, ou en tout cas qui aurait dû l'être. Donc je fais quand même un petit clin d'œil à cette prise là, même si elle est botchée. Donc El Torito a aussi fait le spectacle depuis là, donc il a servi à faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire que Los Matadores n'a pas de grandes prétentions. Je suis désolé pour les gens qui les aiment, moi ce n'est pas mon cas, je trouve qu'ils ne dégagent rien, même s'ils ont un bon niveau in-ring. El Torito est là pour rajouter un petit côté en plus. Quand j'entends les rumeurs qui disent que El Torito devrait accompagner les Lucha Dragons, je trouve que c'est complètement foireux, mais bon bref, les Lucha Dragons n'ont pas besoin de El Torito pour atteindre des sommets niveau charisme. Los Matadores, oui, déjà au niveau de leur tenue, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Un défaut par rapport à ce match là, c'est la première partie du match qui est assez courte. Je m'explique, c'est souvent comme ça avec les Elimination Chamber match, au même titre que celui qui va arriver plus tard dans la soirée. Donc là, si on veut, on a dans la première moitié, entre guillemets, un match où les prix sont portés et puis on a des tombées victorieuses en fait, où certains catcheurs sont éliminés. Je trouve que ça arrive beaucoup trop vite, j'ai l'impression que c'est un petit peu bâclé, donc c'est une impression donc que j'ai après le match de trop court. Alors pour moi, j'ai l'impression que ce match-là est plus court que l'autre Elimination Chamber match, mais peut-être que je me trompe totalement et ça résumerait parfaitement mon impression. Donc ça fait que je reste un petit peu sur ma faim parce que moi je voulais en voir plus. C'est le retour d'Elimination Chamber, je pensais vraiment qu'il y aurait eu quelque chose en plus. C'est fait par des mid-cards, mais certains de ces mid-cards-là ont plus de potentiel, je trouve, que d'anciens main eventers qui avaient participé à d'autres matchs de ce type-là. Donc je m'attendais à beaucoup plus, d'où le fait que je reste sur ma faim. Mais par contre, la fin du match est extrêmement bien construite. C'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. C'est peut-être un petit peu élevé, je pense, pour certains, mais je trouve que ça résume bien mon impression. Voilà, maintenant que les différences sont faites entre les deux Elimination Chamber match, ça ira beaucoup plus vite. Et là, à l'image du match Nikki Bella contre Naomi contre Paige, où la première défendait son titre des Divas, celui-là, on ne l'a pas vu sur AB1, donc il fait partie des matchs que j'ai regardé ce matin une fois, voire même 2 fois pour être sûr de bien avoir tout vu certains détails, parce que ce match-là était bon, il n'était pas mauvais, mais il n'était pas extraordinaire, quoi. Ça reste un match des Divas dans le main roster, donc après avoir vu Sasha Banks contre Becky Lynch, forcément je suis un petit peu déçu, surtout qu'on a un match triple threat. Sur la carte, un match triple menace,
ça fait moins envie qu'un match Fatal 4-Way parce qu'on a 4 lutteurs et normalement il y a plus de rythme. Mais quand on voit un match triple menace sur le ring, il n'y a jamais de temps mort en règle générale parce que en fait il y en a une qui va se reposer en attendant et les deux autres s'affrontent et ça fait une sorte de tournus qui fait que le rythme est toujours bon et soutenu. Là il y a eu quelques cassures de rythme provoquées par Page, alors oui ça me fend le cœur de dire ça mais c'est le cas. Et puis voilà, le match était un peu trop court encore une fois. Il a duré quoi? Il a duré 6-7 minutes si je me trompe pas. Donc je m'attendais à beaucoup plus, surtout avec Paige. On a Naomi qui pour moi, je vais être le seul à la trouver quand même douée sur un ring. Et puis on a Nikki Bella qui fait des efforts même si elle est limitée techniquement. Je m'attendais quand même à plus. Maintenant au niveau des surprises, la victoire de Nikki Bella qui conserve donc son titre. Pourquoi pas? Moi je dis oui. Mais le problème c'est que c'est la troisième chance je crois pour Naomi. Il va falloir qu'elle gagne. Naomi, ils l'ont fait associer avec Tamina, donc c'est déjà un bon truc. AJ Lee est passé par là et on a vu où elle a fini, même si effectivement au niveau du talent, ça n'a rien à voir entre les deux. Deuxièmement, ils l'ont fait passer de face à heel pour la rendre plus agressive. Je veux bien, mais la récompense à tout ça, elle est où? Maintenant, je crois que c'est la troisième chance de Naomi qu'elle a eu en fait pour avoir le titre des divas. Si elle l'a pas la prochaine fois, c'est mort. Je veux dire, elle pourra plus prétendre à être championne. Ça me perturbe et ça me dérange parce que Naomi, je l'apprécie, même si je suis un des seuls, en tant que heel, et je la trouve très très crédible. En plus, accompagnée de Tamina, pour moi, c'est bon. Donc voilà, c'est ma petite déception dans ce match-là. Et puis bon, quelques botches, mais c'est un match pas dégueulasse comme je l'ai dit. Ça reste potable, c'est le moins bon de la soirée, vous imaginez. Il a la note de 6 sur 10, qui est quand même plus que la moyenne. Maintenant, un grand blabla sur le match Kevin Owens contre John Cena. Alors, ce match est le match par excellence à analyser pour moi. Je vais même pas parler de ce qui se passe sur le ring, même si je vais en faire un petit peu d'explication, mais je vais plutôt regarder ce qui se passe avant. Là, on a un Kevin Owens qui est passé par une quinzaine d'années sur le circuit indépendant avec la Ring of Honor, où les lutteurs sont quand même assez bons techniquement et je dirais même supérieurs à la WWE. Et là, je pense que personne ne pourra me contredire sur ce point-là. Donc, même avec NXT, hein, je veux dire, Kevin Owens, il a quand même un style de catch qui fait qu'il est assez libre de faire ce qu'il veut en règle générale. Là, dans le main roster, c'est son premier match, donc il n'est pas libre de faire ce qu'il veut et il doit suivre un certain schéma de match. Maintenant, de l'autre côté, on a un John Cena qui, ça fait quoi? Ça fait 12 ans qu'il est dans le main roster de la WWE. Il a même acquis un style robotique, donc il est vraiment formaté pour avoir son schéma de match et le suivre jusqu'au bout. Et au niveau des prises, il est assez limité, même s'il est capable de faire beaucoup de choses, il est resté dans sa routine, si on veut dire. Donc il est assez limité sur ce point de vue là. Donc on a un Kevin Owens qui est un électron libre et un John Cena qui est droit et qui fait ce qu'il faut faire en règle générale dans un match en suivant un schéma et sans faire l'électron libre en fait. Donc je me suis dit, Jordan, ce match là, tout le monde l'attend, moi je pense qu'il va être catastrophique parce que les deux vont rentrer en conflit parce que c'est deux styles totalement opposés à ce niveau là. Alors certes au niveau des prises, c'est pas la même chose, je veux dire, on a Kevin Owens qui est un peu plus high flyer que John Cena, mais dans le fond, ils sont un peu les deux brutaux. Donc ça va encore, ça aurait pu être compatible, mais le genre de match et de catch qu'ils ont, ça les rend totalement en conflit, et j'avais peur de ça, et j'avais raison, parce que la première partie du match, mon Dieu, ce qu'elle était emmerdante à souhait. Donc là, quand je dis première partie du match, je vais aller jusqu'à la première pop-up powerbomb de Kevin Owens. Mon Dieu, qu'est-ce que ce match était emmerdant jusqu'à ce moment-là. Donc certains, je pense, ont adoré, mais je vais pas, alors c'est sans aucune prétention, je suis pas allé regarder que ça. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que jusqu'à cette première pop-up powerbomb de Kevin Owens, les deux effectuaient de très bonnes prises. Hein. Je dis pas le contraire, niveau in-ring, c'est impeccable, c'est propre, il n'y a rien à dire. Mais on aurait dit qu'ils faisaient un peu les deux chacun leur truc de leur côté. Aucune connexion entre les deux quoi, ça m'a déçu. On sentait pas qu'ils faisaient un match les deux, c'était pas Kevin Owens contre John Cena, c'est John Cena montre ce qu'il sait faire à Kevin Owens et l'inverse. Donc pour moi ça m'a dérangé et je me suis dit mon Dieu mais ça va être emmerdant. Alors pour les yeux visiblement c'était bon parce qu'il y avait des bonnes prises, pas de botch je crois durant tout le match, mais en analysant le fond c'était pas beau quoi, je veux dire moi j'ai été dérangé jusque là. Et puis ensuite la première pop-up powerbomb, même le public reprend un peu son souffle et semble se réveiller à partir de ce moment là. Je me suis dit ah ouais ça va se délier un petit peu et effectivement la deuxième partie du match elle est parfaite. J'ai absolument rien à dire, ils sont même tellement bons qu'ils sont obligés d'utiliser d'autres prises. Donc s'adapter un peu aussi au type de catch de l'autre. C'est-à-dire qu'on a Kevin Owens qui va être un petit peu
plus entrer dans ce schéma de match-là et être un petit peu moins électron libre. Et on a donc John Cena qui va effectuer d'autres prises qu'il fait habituellement, comme un DDT depuis la troisième corde. Enfin bref, les deux s'adaptent et ça donne le tout beaucoup mieux. On avait l'impression qu'ils étaient les deux chacun de leur côté au début, puis après ils se sont dit non, on va quand même donner le spectacle, juste faire des prises de notre côté, c'est pas forcément l'idéal. Et effectivement, la deuxième partie, elle est magnifique. Si on avait eu que la deuxième partie, pour moi c'était un 10 sur 10 annoncé dès le début. Avec la première partie, je divise ma note personnelle par 2, donc ça fait 1,5 sur 3. Et la note du match, elle est à 8,5 sur 10. Donc voilà, c'est la... Encore une fois, je critique souvent John Cena, mais c'est quand même le troisième pay-per-view où ce mec-là est dans le meilleur match pour moi, d'affilée. Donc, troisième pay-per-view d'affilée avec Extreme Rules, Payback et maintenant Elimination Chamber. Cena est dans ces 3 pay-per-view, dans mes matchs préférés de ces shows-là. Donc je trouve ça quand même assez évocateur. Cena est bon, et même s'il est dans sa routine, il reste bon. Voilà, juste un rapide petit commentaire sur le résultat. J'avais prédit Kevin Owens vainqueur, je comprends pas pourquoi les gens sont étonnés. Le mec est destructeur à NXT, je vois pas pourquoi il aurait perdu son premier match, même si c'est contre Cena, dans le main roster. Surtout en pay-per-view, ça m'aurait dérangé, donc oui, Kevin Owens remporte le match, ce qui est, en mon sens, correct et normal. Bien, j'ai pas envie de faire une analyse de 30 minutes, donc je vais un petit peu me dépêcher. Le prochain match, c'était Neville contre Bo Dallas. Donc j'ai mis, vous le savez, je regarde là parce qu'il y a mes notes. J'ai mis match classique, sans grande prétention, mais loin d'être dégueulasse. Donc on a Neville qui pour moi reste bon et reste impressionnant à voir. Et on a bizarrement d'autre côté Bo Dallas avec qui j'accroche de plus en plus. Je trouve que Bo Dallas, je le trouvais tellement agaçant au début, ça me dérangeait, je le trouvais chiant à mourir, étant donné qu'à NXT... lorsqu'il s'appelait encore Borotundo, je crois, il était agréable à regarder, donc c'est la FCW. Je trouvais vraiment chouette, et avec ce changement de gimmick qui m'avait saoulé, mais là je commence vraiment à reprendre un petit peu goût à ce mec là, même s'il a un physique ingrat, je le trouve au niveau d'acteur, je trouve assez bon, et une ring il est capable de faire quelque chose quand même, hein. Je veux dire, c'est le frère de Bray Wyatt, il est censé ne pas être dégueulasse si c'est génétique, hein. Et puis dernier commentaire, j'ai mis match un peu court tout de même, ce qui fait la note de 6,5 sur 10. Ensuite, le match Elimination Chamber pour le titre intercontinental. Là, j'ai pas grand chose à dire non plus, étant donné que j'ai... tout ce que j'ai dit dans le premier match de Elimination Chamber, c'est l'inverse dans le deuxième. C'est-à-dire que j'ai trouvé moins bon, j'ai trouvé plus long, mais moins bon. Donc c'est con quand même. Quand on a un match long, il faudrait qu'il soit bon et qu'on n'ait pas envie qu'il se termine. Voilà, bref, ça c'est ma petite déception. Autre déception, Mark Henry qui remplace Rusev blessé. Alors, je m'attendais pas à du grand niveau. Bray Wyatt, ça aurait été cool, mais par exemple, à Orton, ça aurait été plutôt bon, ou même d'autres comme Stardust, même si il était dans le pré-show. J'aurais aimé. En fait, Rusev, ils l'ont remplacé par Mark Henry juste par rapport à la corpulence. Ouais, autre déception avec Mark Henry, donc c'est pas vraiment de sa faute, même pas du tout, mais c'est quand sa prison, sa chambre est brisée par Banius Barrett, enfin King Barrett et Dolph Ziggler. Du coup, on sait pas ce qu'il va faire. Alors là, je pense que c'était totalement accidentel, mais après, c'était dégueulasse. On a Mark Henry qui ressort, qui provoque, qui revient. Ah non, il veut ressortir. En fait, non, il doit rester là parce que c'est pas son tour. Le truc, le décompte, c'est pas encore fait, donc c'est pas son tour. 3 minutes après, il rentre, mais il tape une fois quelqu'un, je sais plus qui, puis après, il attend, il regarde. Il est là, et il attend. Et puis après, King Barrett fait un tombé sur Dolph Ziggler, je crois. Et il le tire, mais il attend. Il sait pas quoi faire parce qu'il n'était pas censé être là, bordel. Non, Mark Henry a quand même l'expérience, même si le plexiglas, ou je sais pas comment vous appelez ça, est brisé, fait au moins semblant d'être encore enfermé parce que sinon ça fait tout. C'était tellement flagrant que là, il n'y avait plus rien qui était respecté. Et on avait un grand black au milieu du ring qui attendait et qui savait plus quoi foutre, quoi. Non, moi ça m'a dérangé, mais énormément. Autre déception, King Barrett, pardon. Ouais, donc le gars, on le met champion intercontinental, mais il perd tous ses matchs. Donc on le met un peu sur le côté, après il revient, il se blesse, donc on le remet sur le côté. Il revient, il gagne quelque chose, dans l'occurrence le King of the Ring. Il enchaîne une série de victoires assez conséquentes, à peu près 4 victoires. Et après on le fait même perdre contre R-Truth, et on le fait même perdre en premier dans l'Elimination Chamber match. C'est catastrophique. Il faut savoir quoi faire de ce mec-là. Pour moi, il a du talent, mais les bookers sont quand même inutiles. Sinon, j'ai mis dommage pour Sheamus. C'est un petit clin d'œil pour son astuce qui a fait bloquer la cage. Alors, je sais pas du tout comment il a pu faire ça. Je suis pas très manuel, j'ai pas vraiment un sens inné de la réflexion. J'ai pas compris, mais bref, c'est pas grave. Comment son collier a pu faire empêcher la prison de s'ouvrir. Bref, ça c'est une chose qui me dépasse. Et puis, grande surprise pour Ryback, ça m'a fait plaisir, son premier règne. Et puis, encore une déception, j'ai mis pas de grande prise dans ce match-là, malheureusement, mais le tout reste quand même potable. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10. C'est potable, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux.
Ensuite, le main event, Seth Rollins défendait son titre de la WWE contre Dean Ambrose. Déjà, un grand merci à AB1, mais c'est pas vraiment leur faute, pour avoir coupé ce match-là, justement, en début de match. Ça m'a un petit peu saoulé, donc j'ai regardé ce matin, comme le match précédent d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Donc ce match, je vais dire les choses directement, j'ai mis 8 sur 10, mais je suis déçu. Quand on voit ce qu'ils ont fait l'année passée, je ne comprends pas comment on peut proposer ça. Il n'y a pas grand-chose, donc ce match reste bon, mais j'en attends tellement que je suis déçu. Même avec des choses bonnes, ça ne suffit pas pour moi. Donc, on a un match quand même assez classique dans l'ensemble entre ces deux hommes qui méritent le main event, mais pas d'un pay-per-view. Pour moi, d'un Raw, ça méritait clairement la place numéro 1 dans le main event, mais pas dans un pay-per-view. Ensuite, j'ai mis finish énorme, malgré le fait qu'il soit pas du tout original, mais j'ai quand même bien failli croire à une victoire et un changement de titre, donc en faveur de Dean Ambrose, finalement pas. Et puis Roman Reigns intervient dans le match par la suite, et forcément Ambrose et Reigns, grâce au grand Roman Reigns, arrivent à remporter ce match-là, enfin à voler le titre, pas remporter, mais à sortir victorieux en fait de cette bataille. Ouais, j'attendais un turn pour Roman Reigns, donc le fait de voir ça, ça m'a un petit peu saoulé, je dois l'avouer. Et puis, donc on peut s'attendre à une revanche à Money in the Bank dans le prochain pay-per-view dans 2 semaines entre Rollins et Ambrose. De toute façon, Rollins doit reprendre son titre, donc je pense que ça se fera là. Donc Dean Ambrose ne participera pas au Money in the Bank. On a vu les participants, je vous annonce dès maintenant que Roman Reigns gagnera, comme je l'ai prédit il y a quelques semaines, le Money in the Bank et qu'il cachera soit sur Dean Ambrose au prochain pay-per-view si Dean Ambrose remporte le titre contre Rollins, soit à SummerSlam dans le match Lesnar contre Rollins qui est annoncé depuis un bon moment si on en croit les rumeurs. Voilà. Donc au niveau de la note finale, ça fait un 7,3 sur 10, donc ça fait un tout petit 4 étoiles. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur mon site qui est dans la description pour aller vous aussi noter ce match-là, donc entre 1 et 5 étoiles, 1 étant le pire, 5 étant magnifique. N'oubliez pas d'aller voter, donc c'est important pour moi, ça récompense un petit peu mon travail parce que, je le répète, mais là je fais l'année 2009, j'en suis à peu près à 50 heures de boulot. Juste pour vous dire à quel point ce travail est quand même conséquent. Donc juste un petit clic sur une étoile et moi ça me va parfaitement. Je vous rappelle également que la chaîne est en partenariat avec Planet Catch. Donc le DVD de ce pay-per-view devrait sortir dans les semaines à venir, sûrement au prix de 22,99 €. Donc n'hésitez pas à aller voir où ça en est. Moi de toute façon je vous le dirai sur ma page Facebook. Et puis allez liker leur page Facebook également pour être au courant de toutes les dernières nouvelles. Voilà, me concernant, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour me donner vos avis et vos impressions sur ce pay-per-view là et sur ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que là le compteur commence à exploser me concernant, donc ça me fait plaisir. Donc participez-y aussi afin de continuer cette ascension là pour moi. Et puis nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.